Bien, je comprends vraiment pas très bien quel est le problème des Camerounais. Le tribalisme, en quoi est-ce que le tribalisme est un problème? Le tribalisme veut simplement dire une organisation sociale basée sur la tribu. Où est le problème là-dedans? Mais quand elle est pervertie, est-ce qu'elle n'est pas pervertie au Cameroun? Quoi? Par quoi? Par qui? Mais pervertie par quoi? Par justement. Qui? Non, c'est pas ça. Il faut que les gens nous laissent aller les faux débats. On a le problème plus important, madame. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, on est une colonie. Même si les gens croient qu'il y a eu des présidents dans ce pays, président de quoi? Vous n'êtes même pas capable de décider qu'une banque fasse quelque chose. Vous dites que vous êtes président. Vous êtes président de quoi? Être président, monsieur, ça veut dire que vous avez une monnaie, vous avez des choses. Vous avez une monnaie ici. Donc on n'a jamais eu de président, il faut laisser ça. On est une colonie. Et maintenant, si les gens ne savent pas ce qui caractérise une colonie et ce qui caractérise un État indépendant, ils vont commencer à dire qu'ils sont dans un pays indépendant, il n'y a aucune tribu, il n'y a pas un problème de tribalisme ici. On a un problème de manipulation politique des masses, c'est comme ça que ça s'appelle. Maintenant, ça veut dire que nous avons des bandits qui se prennent pour des hommes politiques. Voilà ce qu'on appelle, le problème auquel nous sommes confrontés. Et nous avons un gros problème de repère historique que les gens se permettent. Vous savez, des types que le monde entier nous envie. Le monde entier nous envie d'avoir eu Wandje ici et pas quelqu'un d'autre, d'avoir eu Moumié ici et pas eux, d'avoir eu... alors, son nom... Mais quand vous le prononcez, vous avez la chair de poule. Ou Mioba ici. Alors, vous avez des types qui sont là, qui sont les complices des colons, qui ont massacré nos gens, 3-4 millions de personnes. Ils passent le temps à dire, ouais, 300-400 000 personnes. Quelles 300-400 000 personnes? Vous avez massacré près de... Vous croyez que quand vous prenez la route là, ou le train là, entre Douala et Yaoundé, c'est vide parce que les Bassards n'aiment pas faire les enfants? Vous croyez que c'est ça? Vous croyez que quand vous allez à l'Est là, c'est vide parce que ces gens ils ne savent pas faire les enfants, ils n'aiment pas faire les enfants? C'est vide parce qu'on a massacré tout ce monde-là, madame. Et le fait qu'on ait massacré tout ce monde-là, ça amuse certains Camerounais qui vont donc faire des lois, des décrets dans lesquels on mêle des gens qui vont dire, quelqu'un qui dit, Wandje, je vais le tuer. Vous le mettez quand même dans le même décret avec Wandje. Et vous êtes content. Et vous trouvez que vous avez fait votre boulot. Vous êtes sérieux. Quelqu'un qui dit, je vais tuer Wandje, il le tue. Et il le tue. Et oui, après, on le met dans le même décret. On les met tous les deux dans le même décret. Pourquoi vous êtes surpris qu'après les gens le traitent de bandit? Mais c'est normal, puisque vous le traitez comme ça. Vous le traitez comme ça, vous le mettez dans le même panier qu'avec des types qui sont des gens assez curieux, qui peuvent dire je vais te tuer et qui vous tuent. Et vous mettez Wandje là-dedans. Ou Miewe là-dedans. Ou Moumié là-dedans, le même décret, avec ces gens-là. Il faut qu'on soit sérieux. Nous avons un pays sérieux, enfin nous avons un espace sérieux, il faut qu'on soit sérieux avec cet espace. C'est quoi la situation historique de notre pays? Parce que les gens nous racontent trop d'histoires. Vous avez une situation historique que les gens soit ne veulent pas connaître, soit ne comprennent pas. Et ils lisent l'histoire à travers simplement leur boule de cristal. Nous sommes en 1454. Vous avez un type qui est un Italien, qui est pape, qui signe une bulle papale qui dit que les Noirs n'ont pas d'âme. Donc ils sont corvéables à merci. Allez lire ça, ça existe. Et donc, légitime par là ce qu'on va appeler plus tard la traite négrière. Vous avez au 7e, au 8e siècle, à la fin du 7e siècle, début du 8e siècle, des gens qui à la Mecque vont décider qu'ils lancent la charia partout et ils vont donc déferler sur le continent africain et organiser ce qu'on appelle la traite négrière arabo-musulmane qui a du mal à s'achever. On est encore en train de se battre en Afrique du Nord, en Mauritanie, contre cette affaire-là. Voilà les gens qui vont venir déstructurer complètement nos économies, notre organisation sociale, et puis on est même là à nous dire qu'il y a un type qui est venu ici, qui est venu ici en conquérant, venu de l'Afrique du Nord, et puis c'est un héros. C'est quand même incroyable. Type qui est arrivé, qui a massacré les gens, et on trouve qu'il est important. Et le fait de ces deux traites négrières va nous sortir de ce qu'on appelle l'économie monde, c'est-à-dire qu'il va nous couper de la possibilité de faire du commerce comme on le faisait avec la Chine, avec l'Amérique, avec l'Europe, etc. Par conséquent, l'Afrique va être réduite à ne commercer, c'est-à-dire à n'avoir de transactions qu'à l'intérieur de l'Afrique. Puis débarque, et pendant ce temps, les Arabes, ils nous ont tué 270 millions de personnes et ils en ont exporté 27 millions dans leur zone. Il faut que c'est ça, l'histoire qu'il faut raconter aux gens. Donc tous ceux qui sont là, ils sont musulmans, ce machin. C'est ça, l'héritage de leur religion sur nous, les Africains. Vous avez de l'autre côté les Européens qui disent qu'ils ont
qu'ils ont pris 35 millions de personnes ont amené en Amérique, qui en avaient 10 à 12, exactement comme les Arabes le disaient aussi, qui mouraient, donc 350 millions à 420 millions de personnes qu'on a massacrées pendant la traite négrière. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est leurs archives, que ce soit du point de vue de la traite négrière arabe ou de la traite négrière européenne. C'est eux-mêmes qui disent ça. Donc les uns nous ont massacré 270 millions d'ancêtres, les autres nous ont massacré entre 350 et 420 millions d'ancêtres. Et à cause de ça, ils nous ont coupé de toutes les routes commerciales mondiales. Et puis, vient le temps de la colonisation. L'Afrique, en 1890, a 100 millions d'habitants. L'Europe en a 420 millions. Rapport de 1 contre 4. Comment vous faites pour battre des gars comme ça? Comment vous faites pour résister à des gars comme ça? Ils déferlent sur nous, ils sont 4 fois plus nombreux. C'est normal, ils nous réduisent et nous sommes dans la colonisation. Et ils détruisent quelque chose qu'on appelle l'économie régionale et sous-régionale. Nous ne pouvons même plus faire du commerce de Douala à Bangui, nous ne pouvons plus faire du commerce de Johannesburg au Caire, parce que, enfin, de Tchouané, par exemple, là ils appellent d'ailleurs Johannesburg, vous voyez ce que ça arrive. Et ils réduisent donc tout ça à ce qu'on appelle l'économie locale. L'économie locale, c'est l'économie de mon village. L'économie de mon clan. Ouais. Nous sommes réduits à ça, de ma tribu. Ouais. Et du coup, après 13 siècles de traite négrière arabo-musulmane, 5 siècles de traite négrière européenne, 1 siècle de colonisation, dites-moi quand un type débarque dans votre village, vous avez quelle réaction? Vous avez les bras ouverts comme ça pour l'accueillir? Pourquoi vous accusez même? Pourquoi nous les Africains, on est là à accuser nos frères de choses dont nous ne sommes pas responsables? Purée, la situation que nous sommes en train de vivre, c'est les Européens qui ont créé chez nous. Et ça fait partie des mécanismes de division pour qu'ils puissent continuer à piller nos ressources. Et nous sommes là, vous avez par exemple un gouvernement au Cameroun d'une incompétence légendaire qui s'en va faire ce qu'ils appellent la loi sur le tribalisme, etc. Mais vous n'avez même pas su définir ce que c'est. Et vous commencez à faire une loi sur quelque chose que vous ne comprenez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre loi ne vaut rien, votre loi ne va jamais régler le problème. Avant que les Européens, les Arabes n'arrivent ici, il y avait quelque chose qu'on appelle la diplomatie traditionnelle. Quand quelqu'un partait un groupe de gens partait de Douala pour aller s'installer à Tibati, à l'époque c'était pas encore un lamida, ça aussi les histoires de lamida, tout ça là, je parle de 1230, 1450, il n'y avait pas. En 1230. Oui. Non, monsieur, il faut vérifier vos sources historiques. Le Lamida, c'est 1848. L'islam étant la première religion laissez tomber. Mettre pied au Cameroun, monsieur, parce que le Cameroun est une terre islamique. Monsieur Soulé, on n'est pas au quartier ici. Le premier Lamida de Tibati, c'est 1848. Allez revoir vos sources. Moi, je ne vous parle pas de choses, je ne suis pas venu jouer ici. C'est 1848. Ça veut dire que quand je dis 1435, il n'y a pas de Lamida là-bas. Revoyez vos sources. Quand vous venez ici, vous venez sérieux, préparé. On ne vient pas ici jouer. Le premier Lamida, c'est 1848. Quand mon arrière-grand-père partait de Macondo pour faire le commerce avec les gens qui sont en Djoré, là qu'un gouvernement incapable ne même pas appelle encore Nachtigal, 1 siècle après le départ des Allemands, il n'y avait pas de Lamida là-bas. Il n'y en avait pas. Seulement en 1830, il n'y en avait pas encore. Donc il faut laisser ça. Il faut faire attention. Quand je parle, il faut m'écouter. Et il faut faire attention à l'histoire du Cameroun. C'est ce que disait Parfendom. C'est justement ce genre de choses qu'on dit là. C'est toutes ces choses-là. C'est-à-dire que les gens pensent qu'ils sont musulmans. Ils ont toujours été musulmans depuis 200 ans, depuis 2000 ans. Les gens croient qu'ils sont chrétiens depuis 2000 ans. Non, monsieur. C'est des choses qui datent d'à peine 150 ans. Vous croyez que ça date de quand? Donc je vous dis, avant ça, il y a ce qu'on appelle la diplomatie traditionnelle, monsieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qu'on appelle les chefs aujourd'hui, là, c'était des monarques. Ça veut dire des royaumes. Et donc quand leur population se déplaçait pour aller ailleurs, il y avait un émissaire qui les accompagnait. Ça créait un cadre de dialogue qui faisait la prévention des conflits. Il y a quand même quelqu'un qui a essayé un peu. Cheikh Anta Diop a écrit l'Afrique noire précoloniale. Il faut que les gens lisent un peu. Dika a écrit son livre là, chez René, les descendants des pharaons à travers l'Afrique. Mais lisons un peu. Arrêtons de répéter ce que les Blancs veulent que nous répétions. C'est quelle histoire ça? Donc, ces gens-là, il n'y avait pas tout ça. Et donc, il y avait un émissaire qui les accompagnait, qui s'installait avec eux. Et on le recevait, on ne vendait pas les terres, on le mettait à disposition.
Et cet émissaire servait justement à la prévention des conflits du fait d'un dialogue permanent. Aujourd'hui, vous avez un État néocolonial qui est là, qui pérennise la colonisation. Parce que cet État-là, qu'est-ce que les colons ont fait quand ils sont arrivés ici en premier? C'est de prendre nos terres et de dire que les terres sont vacantes et sans maître, elles appartiennent désormais à l'État colonial. Si vous avez des gens qui dirigent votre pays en 2025, 67 ans après ce qu'on a, disons, un premier ministre, 65 ans après qu'ils aient déclaré une pseudo-indépendance et qu'ils restent sur la même longueur d'onde que l'État colonial, ça veut dire qu'ils font quoi? Ils pérennisent la colonisation. Et donc, en pérennisant la colonisation, madame, ils font quoi? Pérennisant la colonisation, mais ça les arrange que les gens puissent ne pas restaurer le mode de vie harmonieux ou tout au moins diplomatique qui avait une certaine diplomatie traditionnelle dans l'Afrique précoloniale. Justement, je veux